Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Un ciel un peu plus clément aujourd'hui qui nous permet de réaliser cette édition spéciale consacrée au logement que nous devions faire, vous savez, hier. Depuis hier, en effet, les députés se sont penchés sur une dizaine de projets de loi dont nous parlerons tout à l'heure en compagnie de nos invités, des projets de loi qui concernent bien sûr le logement. Une édition spéciale, nous nous trouvons dans un décor, vous le voyez, très inhabituel. Pourquoi et où sommes-nous? Question posée à François-Henri de Virieu. Bien, à la limite, je dirais que peu importe de savoir où nous sommes dans le décor quotidien des 35 millions de Français qui vivent dans des villes qui s'agrandissent. Nous pourrions être à Lyon, nous pourrions être à Toulouse. Il se trouve pourtant que nous sommes à 5 kilomètres au nord des portes de Paris. Des portes que d'ailleurs on ne distingue plus, noyées qu'elles sont, vous allez le voir, dans la forêt des immeubles, des cheminées d'usines et des grues de chantier. Devant vous, la plaine Saint-Denis, Saint-Ouen, des terrains vagues qui attendent les bulldozers. Et puis, vous allez la découvrir, l'autoroute déjà trop étroite, et le canal. Et voici Saint-Denis, Saint-Denis où nous sommes actuellement, une ville médiévale dont la basilique abrite les tombeaux des rois de France. Une ville de 105 000 habitants, c'est-à-dire, si vous voulez un point de comparaison, une ville de la taille de Metz ou de Perpignan. Devant vous, au pied de la basilique, quelques pavillons en sursis, quelques jardins familiaux avec des vrais cerisiers, et puis, à nos pieds, le bidonville de Franc-Moisin où s'entassent les travailleurs étrangers dans l'attente d'un logement correct. Un bidonville qui, heureusement, bat en retraite devant l'immeuble, devant les progrès de la construction de l'immeuble d'HLM où nous nous trouvons actuellement. C'est ce décor, un décor terriblement banal, mais qui est celui de la vie de tous les jours des Français, de tous les citadins qui vivent dans des villes en cours d'agrandissement, que nous avons choisi pour vous présenter cette édition spéciale sur le logement. Notre invité d'honneur est M. Albin Chalandon, qui a quitté pour quelques instants les bancs de l'Assemblée nationale, où il a siégé cette nuit, je crois, jusqu'à 5 heures du matin. Il répondra tout à l'heure à nos questions et à celles que lui posera notre hôte de ce jour, M. Marcelin Berthelot, député maire de Saint-Denis. Mais avant d'entamer cette discussion sur le logement, les informations de la matinée, à vous, Jean-Michel Desjeunes. Rapidement, en effet, l'essentiel de l'actualité aujourd'hui, avec tout d'abord la SNCF. Les débrayages, ils ont commencé hier, il y en a sur les grandes lignes, il y en a également en banlieue en ce qui concerne la région parisienne. Ce matin, les conversations ont repris entre les syndicats et la direction de la SNCF. Le point, où en est-on en fin de matinée? Je pense que nous allons retrouver Hervé Chabalier qui vient tout juste de rentrer à la rédaction d'Information Première. Oui, eh bien, ces discussions ne sont pas encore terminées à l'heure actuelle. Les négociations continuent à coup d'échanges de chiffres et d'arguments toujours chiffrés. Vous savez que les syndicats réclament une augmentation de salaire parce qu'ils estiment que le coût de la vie a augmenté anormalement au cours de ces derniers mois. La direction, elle répond en présentant l'accord salarial qui a été signé en janvier dernier, et elle dit il y a un point dans cet accord qui dit exactement qu'au mois de septembre, une réunion est prévue pour faire le point, pour savoir si le coût de la vie a véritablement trop augmenté par rapport aux augmentations que vous avez déjà obtenues, et il n'y a pas de raison pour que nous augmentions dès à présent ces salaires. Voilà où l'on en est. La discussion sera certainement très longue, donc la grève va se poursuivre. Et si vous le voulez, je vais vous montrer sur une carte où en est exactement à l'heure actuelle l'état du réseau ferré. Alors d'abord pour Paris, puisqu'on me montre la carte de Paris. Paris-Est, un train sur 2 ce soir. Paris-Nord, un train sur 3. Paris-Saint-Lazare, un train sur 5. Paris-Montparnasse, un train sur 5. Paris-Invalides, 10% du trafic. Paris-Austerlitz, 15%, et Paris-Lyon, 25%. Pour le reste de la France, on va le voir maintenant sur une autre carte. Alors, pour le reste de la France, Paris-Est, à partir de Paris-Est, 2 trains pour Strasbourg, 2 trains pour Charleville, 1 pour Nancy et 1 pour Bâle. Paris-Nord, 7 trains. Pour la Normandie, au départ de Saint-Lazare, 3 trains. Pour la Bretagne, au départ de Montparnasse, 3 trains. 2 trains pour Toulouse et 1 pour Bordeaux depuis Paris-Austerlitz, 4 trains pour le Midi et 1 pour l'Auvergne à partir de Paris-Lyon. Pour ce qui est des liaisons transversales, nous avons très peu d'informations, mais disons que d'une façon générale, les liaisons au sud de la Loire sont extrêmement perturbées, mais bien entendu, le plus pratique, si vous voulez prendre le train aujourd'hui, c'est d'aller directement
vous adresser aux renseignements de la SNCF. Cela dit, on peut s'attendre, si la discussion n'aboutit pas dans la soirée, à un durcissement de la grève, parce que, et peut-être nous y reviendrons, la CGT a, au cours de ce conflit de la SNCF, la CGT qui est majoritaire à la SNCF, adopté une attitude totalement différente de celle qu'elle avait adoptée au cours du conflit Renault, une attitude beaucoup plus dure pour faire aboutir, dans une période relativement favorable pour elle, puisque c'est juste avant les vacances, pour faire aboutir plus vite les revendications des cheminots de la SNCF. Voilà l'essentiel. Voilà donc effectivement l'essentiel de ce premier grand titre de l'actualité aujourd'hui, la SNCF. Sur le plan politique, un rendez-vous important pour la gauche française. En effet, à Épinay-sur-Seine, les différentes formations socialistes, la Convention des institutions républicaines également, à l'exception du PSU en ce qui concerne les socialistes, sont réunis jusqu'à dimanche prochain. C'est un congrès qui voudrait être celui de l'unification. Guy Claes va nous dire comment il a débuté, dans quelle atmosphère ce matin. Voisin que je vous parle, Jean-Michel Desjeunes, car Épinay c'est juste à côté de Saint-Denis, les deux villes se touchent, Épinay c'est juste un peu à l'ouest de Saint-Denis. Et puis Épinay c'est peut-être aussi un symbole. En effet ici la mairie est tenue par une municipalité d'union de la gauche avec 15 socialistes, 14 communistes, 2 radicaux, 2 indépendants de gauche et le maire est socialiste. Or vous savez que le problème des rapports avec le Parti communiste sera l'un des thèmes centraux des débats de ce congrès. Mais il s'agit aussi d'abord de faire un nouveau parti. Un nouveau parti avec qui? Eh bien, il y avait ce matin dans cette salle 800 membres du Parti socialiste de M. Alain Savary, ils sont partis déjeuner maintenant, et ces 800 socialistes représentent 73 000 adhérents. Il y avait 97 conventionnels venus derrière M. François Mitterrand, et la convention amène environ 10 000 membres. Enfin, 65 délégués représentent les quelques 3 500 nouveaux adhérents qui viennent pour la plupart de mouvements de chrétiens de gauche, comme le mouvement Objectif 72 de M. Robert Buron, qui fut l'un des négociateurs d'Évian. En tout, donc, 957 délégués pour environ 86 500 adhérents. Leur objectif, eh bien, c'est d'abord d'essayer de refaire un parti socialiste nouveau qui soit suffisamment dynamique et attractif pour devenir une force capable de traiter d'égal à égal avec le Parti communiste. Cela suppose évidemment que l'actuelle direction du Parti socialiste, M. Savary, soutenu par M. Mollet notamment, accepte de faire une place suffisamment grande aux nouveaux dans les instances dirigeantes du parti. C'est l'objet du débat d'aujourd'hui, car c'est demain seulement que commencera la discussion des rapports avec le Parti communiste. Sur ce point, il y a en gros 3 grandes tendances. D'abord la tendance Gaston Defferre-Pierre Mauroy, qui est très réservée. Ensuite, la tendance Savary-Mollet qui souhaite poursuivre le dialogue avec le Parti communiste et même essayer de le faire aboutir. M. François Mitterrand est assez proche d'eux. Enfin, il y a une tendance nettement minoritaire qui souhaite que le Parti socialiste essaie de conclure très vite maintenant un contrat de gouvernement avec le Parti communiste, comme le réclame M. Georges Marchais. Voilà comment se présentent les choses. Et à première vue, eh bien, on peut dire simplement pour aujourd'hui que ce congrès paraît devoir marquer un léger glissement à gauche du Parti socialiste. À vous, Jean-Michel Desjeunes. À l'Assemblée nationale, je vous le disais tout à l'heure, et nous aurons l'occasion d'en reparler avec M. Albin Chalandon, on a parlé beaucoup du logement. On en a parlé même fort tard, puisque les députés se sont séparés aux alentours de 4 heures du matin, dans le courant de la nuit. Un premier vote par 381 voix contre 1. Le projet de loi sur l'allocation logement a été adopté. Cette allocation sera accordée aux personnes âgées à partir de 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, aux personnes également atteintes d'une infirmité qui les empêche justement également de travailler, et puis aussi cette allocation logement aux jeunes de moins de 25 ans qui ont déjà un emploi et qui n'habitent plus chez leurs parents. De toute façon, l'aide sera d'autant plus importante que les personnes intéressées auront des ressources, disons, faibles. L'argent nécessaire au versement de cette allocation viendra d'une part d'un prélèvement de 0,1% sur le fameux 1% versé à la construction par les patrons, et d'autre part d'une participation effective de l'État. Cet après-midi, l'Assemblée doit examiner un autre projet, celui-là est relatif au HLM, nous en reparlerons donc tout à l'heure. En tout cas, ces travaux parlementaires ont donné l'occasion à M. Chaban-Delmas de prendre la parole et de démentir des rumeurs de remaniement ministériel au sein du gouvernement. En revanche, le Premier ministre a évoqué la possibilité de création d'un ministère des Affaires européennes. Autre chose à signaler encore en France, le meeting hier à la mutualité de Gérard Nicou, le leader du CID-UNATI a annoncé une manifestation le 19 à Vichy au moment de la réunion des présidents des caisses de retraite. Les commerçants contestataires veulent exiger à ce moment-là la démission de ces présidents des caisses de retraite. Comme d'habitude maintenant, notre premier rendez-vous avec la Bourse de Paris en compagnie de Michel Tardieu pour la tendance.
Il y a peu d'écart aujourd'hui à la Bourse de Paris, et puisque cette émission est consacrée au logement, je vous dirais que les valeurs des bâtiments et travaux publics, elles, sont pratiquement immobiles et répètent leur cours de la veille. Il faut dire d'ailleurs que la bourse n'est pas rancunière. L'immobilier, c'est son grand concurrent dans le cœur des épargnants français. Et pourtant, la bourse apporte régulièrement de l'argent à l'immobilier, notamment par l'intermédiaire des sociétés immobilières d'investissement. Ces sociétés qui ont déjà construit quelque chose comme 40 000 logements en 10 ans et qui permettent d'apporter par l'intermédiaire de la bourse, je le répète, de l'argent à la pierre. Mais la bourse apporte aussi de l'argent aux sociétés de bâtiments et travaux publics, aux sociétés qui construisent au fur et à mesure des augmentations de capital et des emprunts de ces sociétés. On signalait que le grand problème, c'est quand même finalement de trouver de l'argent pour alimenter à la fois tous les besoins. Et M. Daniel Petit, le secrétaire général de la compagnie des agents de change, au cours d'un colloque qui s'est tenu sur l'épargne hier à Aix-les-Bains, a souligné justement toute l'inquiétude des boursiers quand ils regardent les demandes importantes qui seront faites sur le marché financier d'ici à 1975. Toujours le problème des capitaux qu'il faut trouver. À vous, Jean-Michel Desjeunes. L'actualité sportive, demain les 24 heures du Mans. Je vous signale d'ailleurs que l'équipe de Télémidi se trouvera en direct à 13h sur les bords du circuit de cette épreuve automobile pour une nouvelle édition spéciale. En attendant, les essais se poursuivent. Rodriguez a été le plus rapide jusqu'à présent. Jean-Michel Leliot va pouvoir nous dire comment cela se présente à maintenant à peu près 27 heures des 24 heures. C'est le cœur de la course. Les stands de ravitaillement constituent le quartier général de ces 24 heures où les pilotes confient leurs impressions aux ingénieurs et journalistes. Le Suisse Siffer, auteur d'un tête-à-queue à 250 km/h, fut le premier à attirer la curiosité des professionnels du stylo. Elford et Larousse, décontractés mais sérieux, partageaient, eux, leurs impressions sur la magnifique Porsche 917, celle qui, jusqu'à 20h30 hier soir, était encore la plus rapide, jusqu'à ce que Rodriguez réussisse à améliorer le temps de la veille d'une seconde. La voici. C'est ici, à travers les visages et les attitudes, que l'on sent le mieux le côté humain de ce monde un peu trop mécanique qu'est la compétition. Ouais, j'ai été voir Bouquet. C'est chouette. Fantastique. Une bonne ambiance. Ouais, puis alors, qu'est-ce qu'il boxe bien. Deux champions d'Europe, non? Tu tournes ce soir? L'Eltoise, amateur de boxe, dont les récentes déclarations font grand bruit. Le Vichysois Ligier, qui par amour du sport a construit sa voiture. Elle se défend très bien, d'ailleurs. Bref, tous ces hommes qui vivent à 250 km/h ont des qualités communes, le sang-froid, l'amour du métier et aussi un calme étonnant. Les mélanges de catégories, objets eux aussi de nombreuses discussions, ne font pas l'unanimité au sein du club des grands pilotes. Les grosses 5 litres dépassent parfois au double de leur vitesse les petites GT. Il s'ensuit des émotions, des tassages dans certains virages et des touchettes sans gravité pour l'instant. 49 voitures seront finalement au départ, derrière celle du directeur de la course qui donnera lancer, type Indianapolis, le signal du départ, demain à 16h, s'aligneront 3 Porsche 917, celle de Rodriguez-Oliver, meilleur temps des 2 journées d'essai, d'Elford Larousse et de Siffert-Bell. Puis juste derrière, sans fumer cette fois, une Ferrari, la 512e de Donohue Ops, dont on dit qu'elle est la mieux préparée et la plus rapide. Le duel Porsche-Ferrari est engagé, les Porsche devront quand même se méfier des italiennes qui, si elles n'ont pas le même degré de préparation, sont prêtes quand même à assurer la relève. Pour le reste de l'actualité sportive, à noter encore 2 matchs importants ce soir. Il s'agit de la suite du fameux duel entre l'Olympique de Marseille et Saint-Étienne. L'Olympique de Marseille doit rencontrer Bordeaux et Nancy doit recevoir Saint-Étienne. Et puis la première journée de la rencontre Espagne-France en Coupe Davis, en tennis bien sûr. Vous pourrez d'ailleurs suivre en direct de Barcelone les 2 premiers simples à la télévision. Le temps n'est pas encore tout à fait idéal sur l'ensemble de la France. Un mot de la météo pour ce week-end. De façon générale, une alternance d'éclaircies et de nuages. C'est un peu ce qui se passe ici avec, vous l'avez remarqué également, beaucoup de vent. Je vous propose donc de maintenant passer véritablement à cette édition spéciale consacrée au logement, ici en direct de ce toit, de cette terrasse qui domine Saint-Denis. Voilà, comme prévu, nous allons passer à un premier sujet. Et peut-être qu'il est difficile, si vous voulez, d'attaquer le problème du logement. C'est assez vaste et on ne sait pas trop par où commencer. L'enchaînement est un vaste problème. Le moment où peut-être débute une construction, peut-être le meilleur angle pour commencer, c'est celui de la maquette. Vous avez sûrement remarqué, la maquette d'une cité, d'un quartier ou d'une ville paraît toujours idéale. On a devant les yeux une sorte de vue aérienne, généralement esthétique et séduisante.
et puis cela ne correspond pas toujours à ce que sera cette cité par la suite, et il y a souvent des déceptions. Alors comment faire, comment essayer d'avoir une idée de ce que sera la vie plus tard dans ces ensembles, dans ces nouveaux quartiers? Vous allez le voir, c'est assez spectaculaire et encore peu utilisé. Il y a une technique qui permet maintenant aux spécialistes, aux urbanistes, de se transformer un petit peu en Lilliputien et d'explorer une maquette comme si ces nouvelles constructions existaient déjà. Serge Rémy. Au XVIIe siècle, monarque absolu, Louis XIV décide de faire Versailles. Il a du temps, de l'argent, il surveillera donc personnellement la construction du palais et de la ville. Sous ses directives, les architectes travailleront longuement aux effets plastiques des différents édifices. Aujourd'hui, les gens qui ont conçu ceci n'avaient que cela pour décider en dernier ressort avant de donner le feu vert pour les crédits. Sur l'échangeur de la Chapelle, où est donc la belle végétation que promettait la maquette? C'est le premier aspect de la maquette, c'est que c'est un aspect séduisant. Et par exemple, cet aspect séduisant peut être utilisé auprès du client pour faire passer le projet. Il peut être également utilisé par le client comme argument de vente. La maquette est surtout indispensable à ceux qui vont décider, maires, préfets ou ministres. Et ceux qui décident sont rarement des professionnels, architectes ou urbanistes. Au rythme où l'on construit aujourd'hui, ils n'ont plus le temps, comme Louis XIV, d'examiner à loisir les plans, de suivre la construction pas à pas. À partir d'une maquette, ils construisent sans le savoir un univers qui ne correspond peut-être pas à ce qu'ils ont cru voir dans ce qu'on leur a présenté. Il faut apprendre à lire une maquette comme on apprend à lire des mots, comme on apprend à lire des calculs. Alors c'est un apprentissage que font les architectes en général et qu'il faudrait faire au client. Alors on leur présente une maquette et cette maquette, pour être valablement interprétée, doit être d'abord fidèle et loyale, c'est-à-dire qu'il faut la présenter non pas comme si on la voyait d'hélicoptère, vue d'en haut, mais au ras du sol, tel que peut l'avoir le piéton, tel que le piéton ou l'automobiliste verra le futur ouvrage. Prêt? Une seconde. Alors, prêt? Allez, vas-y, moteur. Vous l'avez deviné, il s'agit du tournage d'un film. L'objectif, un tube, sorte de mini-périscope inversé, explore la maquette. Ce procédé, unique en France à l'heure actuelle, a été mis au point par M. Jacques Vintin, et le film, le voici. Il a été tourné l'année dernière pour la Caisse de dépôt et consignation, à l'occasion du concours international lancé par M. Chalandon pour la construction de hameaux de maisons individuelles. Ce procédé intègre assez exactement le spectateur à l'échelle de la réalisation miniaturisée, le fait cheminer dans les rues à hauteur d'œil, à la vitesse du piéton ou de l'automobiliste. Voilà, maintenant viens par ici, panoramique par ici maintenant. Voilà. Plus haut, monte. Plus près de l'arbre, voilà. Voici maintenant les maisons témoins construites d'après ces maquettes, telles que nous les avons filmées à Roissy-en-Brie. Le film n'exprime peut-être pas littéralement la réalité, mais il permet de se faire une idée plus exacte de la maquette, à laquelle il restitue sa dimension humaine. C'est peut-être là l'ébauche d'une solution. Le nombre et l'importance des ouvrages d'architecture construits aujourd'hui est sans commune mesure avec ce qu'ils pouvaient être voici 10 ans. Le paysage de notre pays se transforme très rapidement, celui des villes comme celui des villages. Et la maquette est un élément d'appréciation de ce qui se construit qui peut être extrêmement dangereux, car elle est porteuse d'illusions, la maquette. Et je crois qu'il est bon que soient mis en garde tous ceux qui vont décider d'une construction nouvelle contre les illusions, contre les emballements auxquels elle peut donner naissance si elle n'est pas sérieusement faite, sérieusement interprétée et corrigée par des documents complémentaires. Et voilà, je crois maintenant dans le vif du sujet, autre élément d'information qui va apporter peut-être un point de départ à la conversation, c'est un sondage que nous avons demandé, François-Henri de Virieu, à la Sofres, sur le problème, le sentiment des Français et de leur logement. Oui, tout le monde le reconnaît, tout le monde en parle depuis 20 ans. Il y a en France une crise du logement, les appartements sont trop rares, beaucoup d'entre eux coûtent trop cher, sont trop inconfortables, sont vétustes. Et il nous a paru intéressant. Monsieur le ministre, vous-même avez dit hier soir, et j'ai noté cela dans les débats parlementaires, que cette crise s'amplifiait, et certains disent même que 15 millions de Français sont en fait mal logés. Alors, il nous a paru intéressant de savoir comment les principaux intéressés, c'est-à-dire les gens qui ont à se loger, ressentaient le problème. Et nous avons fait faire un sondage par la Sofres, un sondage dont les résultats nous ont paru un peu déroutants. En effet, 32% des personnes interrogées se déclarent très satisfaites de leur logement, 32%. 50% plutôt satisfaites, 11% plutôt pas satisfaites et
6% seulement, pas du tout satisfaites. Alors, je pense, si vous voulez, qu'il y a un peu divorce entre le jugement très rationnel que portent les experts sur la construction, les experts qui parlent de logements insalubres, de logements surpeuplés, qui parlent de chiffres, et la conception un peu subjective qu'ont les gens de leur logement. C'est bien quand même une explication. Oui, c'est sûr. Les experts apprécient les besoins en fonction de considérations objectives, alors que les Français que l'on interroge donnent leur état d'âme, et leur état d'âme ne coïncide pas forcément avec ce que pensent les experts. Mais de toute façon, il ne faut pas s'étonner outre mesure de ce sondage, parce que le problème du logement, même s'il est aigu, même s'il devient plus aigu actuellement, il ne concerne quand même qu'une minorité de Français. La plus grande partie des Français est actuellement logée, dans des conditions plus ou moins confortables, mais le problème du logement ne se pose que pour un petit nombre, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ce n'est pas un problème important pour autant. Vous, ministre de l'Équipement et du Logement, vous estimez donc qu'il y a une crise du logement en France? Il y a encore une crise du logement en France, c'est indiscutable, et elle tend actuellement à devenir plus vive, pour des raisons très simples. Le pays s'industrialise, et dans une petite ville, par exemple, de 10 000 ou de 20 000 habitants, lorsque l'on crée une nouvelle usine qui double les emplois, par exemple, il y a immédiatement une mutation brutale et des problèmes de logement très difficiles. Et de même, dans nos très grandes villes, nous avons encore des problèmes parce qu'il y a des mal logés. Et en revanche, il faut savoir que dans beaucoup de villes de France, il n'y a actuellement pratiquement plus de problème de logement. C'est donc une situation très diverse et qui concerne finalement qu'un nombre assez restreint de gens, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Il y a un chiffre intéressant d'ailleurs à propos de cette crise du logement, lorsqu'on demande aux Français quelles sont les raisons, selon eux, de cette crise du logement. Un chiffre qui revient le plus souvent, dans 34% des cas, il y a trop de spéculation, c'est la réponse qui revient effectivement le plus souvent. Et également, 25% pensent que le prix du terrain généralement est trop élevé. On touche là effectivement peut-être l'un des points sensibles de la maladie, si maladie il y a. La spéculation est-elle en tout cas un mal inévitable? Existe-t-elle autant qu'on le dit, une enquête de Christian Guy. Dans les 30 ans à venir, il faudra construire autant de logements qu'il en existe actuellement, et il faudra les construire en ville, où les terrains de plus en plus rares coûtent de plus en plus cher. Aujourd'hui 30%, parfois même 50% du prix des logements, demain le double peut-être. C'est l'urbanisation de la France, son passage de l'âge agricole à l'âge industriel, qui risque de se trouver littéralement bloqué parce que le sol nécessaire à tous est retenu très légalement d'ailleurs par un petit nombre. Un exemple concret de cette augmentation du prix des terrains. Étrechy, à 40 km de Paris, sur la route d'Orléans. L'an dernier, 300 Parisiens sont venus chercher ici l'espace et la verdure qu'ils ne trouvaient plus dans la capitale. Mais à quel prix? Le terrain sur lequel ce lotissement a été réalisé valait à l'origine 2 francs le mètre carré. La commune aurait pu l'équiper, voirie, tout à l'égout, eau, gaz, électricité, et le revendre par lot pour un prix compris entre 50 et 55 francs le mètre carré. Mais la commune d'Étrechy, comme beaucoup de petites communes, était trop pauvre, et c'est en fin de compte un lotisseur privé qui a réalisé l'opération. Résultat, le mètre carré de terrain équipé passe à près de 100 francs. Un prix certes qui comprend le bénéfice du promoteur, mais ne permet plus en principe à celui qui veut construire de bénéficier des prêts de l'État. J'ai acheté un lot de 637 mètres, dont le prix de revient total est de 58 000 francs environ. De ce fait, j'ai construit un F5, je suis marié et j'ai 3 enfants, qui me revient lui à 90 000 francs. Comme vous pouvez le constater, cela fait une proportion assez importante du terrain puisque ça représente 55%. Comment avez-vous pu alors, compte tenu de ce pourcentage, obtenir un crédit pour votre construction? Eh bien, j'ai eu recours au crédit immobilier et comme cela se fait, je pense, dans beaucoup de cas, le prix officiel du terrain n'a pas été celui réellement payé. Et pour la construction, eh bien, certaines parties, comme les adductions, n'ont pas été comprises dans le devis. Vous voulez dire que le prix officiel n'est pas déclaré alors? C'est-à-dire que le prix réellement payé n'est pas déclaré. Mais comment, dans ces conditions, le promoteur le recouvre-t-il? Eh bien, il le recouvre en direct, en espèces. De la main à la main? De la main à la main. Alors, monsieur le ministre, des cas comme ça, y en a-t-il beaucoup et que peut-on faire? Le cas présent, certainement qu'il y en a beaucoup, parce que la maison individuelle, beaucoup de Français y aspirent, et en revanche, il y a encore peu de constructeurs de maisons individuelles. Par conséquent, ils profitent du marché, si je puis dire, et ils font des prix qui sont excessifs. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce grand concours de la maison individuelle, 70 000 logements qui sont construits dans des prix comparables aux HLM, terrain compris.
Alors, je pense que ce concours va casser les prix et va provoquer un changement d'orientation complet. Alors évidemment, il y a des problèmes particuliers, notamment le problème des terrains. Justement, pour en revenir au problème des terrains, au début de l'année, vous aviez parlé d'une révision déchirante de la politique du logement, et votre cheval de bataille, c'était un projet d'impôt foncier qui aurait attaqué le mal à la base, disons. Or, il se trouve maintenant que le gouvernement semble avoir abandonné ce projet. Pour quelle raison? Oui, il y a un problème foncier, c'est probablement le plus difficile de la construction, et il y a plusieurs façons de l'aborder. Alors, j'avais effectivement proposé un impôt foncier, le gouvernement ne l'a pas retenu, et nous nous sommes lancés dans une autre voie, qui consiste à rendre possible pour la collectivité, c'est-à-dire pour l'État comme pour toutes les collectivités locales, l'acquisition de terrains dans des conditions qui soient convenables, c'est-à-dire à des prix qui ne soient pas excessifs. Alors, c'est ainsi que des projets de loi sont soumis à l'Assemblée, ils sont discutés d'ailleurs aujourd'hui et demain, et s'ils sont votés, ils permettront au gouvernement et par conséquent aux collectivités d'acquérir les terrains nécessaires pour construire dans les 20 ans ou 25 ans qui viennent. Vous dites une autre voie, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas tout de même un peu un recul par rapport au projet initial? C'est une autre solution. Je ne pense pas que ce soit un recul, car à mes yeux, les deux solutions sont complémentaires. Mais l'impôt foncier, c'est quelque chose qui a une espèce d'effet magique sur beaucoup de Français. C'est comme les droits de succession, ce sont des choses auxquelles on ne touche pas. Alors il faut peu à peu habituer l'opinion publique. Il y a 10 millions de propriétaires Parce que en France, voilà, on n'ose pas les toucher. tout le monde est contre la spéculation foncière en France, c'est certain. Mais lorsqu'il s'agit d'envisager les moyens de la combattre, à ce moment-là, tout le monde est contre aussi. Et pourtant, en Angleterre, par exemple, il y a bientôt 14 ans qu'un impôt foncier, un système à peu près analogue. L'impôt foncier existe dans la plupart des pays occidentaux. Il faudra arriver à l'instaurer en France. Mais pour le faire, il faut que l'opinion publique évolue, il faut par conséquent l'habituer peu à peu à l'idée que la spéculation foncière, c'est quelque chose qu'il faut éliminer et que pour l'éliminer, il faut adopter des procédés qui aujourd'hui ne plaisent pas aux Français. Monsieur Berthelot, le point de vue du maire de Saint-Denis. Oui, eh bien, à Saint-Denis, par exemple, le prix des terrains s'est multiplié par 8 au cours des 5 dernières années. Nous n'avons rien en ce qui nous concerne contre les propriétaires. Et il est clair que ça n'est pas là la question. Je crois que pour que l'opinion change, il faudrait aussi que la politique change en matière de foncier, par exemple. Et il nous semble pour nous que la meilleure façon d'aider les communes à construire et à réserver les terrains serait d'abord d'imposer une taxe, ou en tout cas une taxe foncière, d'imposer un prix de terrain, et ensuite aussi et surtout de permettre un droit de préemption tout à fait efficace pour les communes. Alors peut-être là, elles auraient le moyen de réaliser... Oui, mais ce que vous venez de définir, c'est précisément ce qui se trouve dans les projets de loi qui sont soumis au Parlement. Nous n'avons pas l'impression que c'est contenu dans les projets de loi. Eh bien, regardez-les bien, vous verrez que c'est exactement ça. Il y a d'un côté la possibilité, il y a d'un côté la possibilité de contrôler les prix des terrains par le mécanisme des zones d'aménagement différé, et d'autre part la possibilité pour les collectivités d'acquérir le terrain à un prix qui n'incorpore pas précisément les zones d'aménagement différé ne sont foncière. quand même pas le même problème. Ils sont du ressort du ministre. Ce que nous demandons, c'est le droit de préemption. Les zones d'aménagement différé commune. sont du ressort des collectivités locales. Des collectivités locales, soumises aussi au département. Il vous suffit de prendre l'initiative et vous aurez des zones d'aménagement différé chez vous si vous avez le courage politique pour le faire. Mais nous avons aussi cela. Mais en tous les cas, les terrains à bâtir ne sont pas tous soumis à des actes. Bon, écoutez, nous poursuivrons cette discussion peut-être tout à l'heure. Un autre aspect peut-être de ce lourd dossier logement, celui de l'argent. Chacun d'entre nous sait à quel point il est important, et cela aussi est évoqué en ce moment à l'Assemblée nationale. Pour employer le langage des spécialistes, il s'agit de l'aménagement des méthodes de financement. Autrement dit, et peut-être un peu plus simplement, qui doit payer, comment doit-on payer à l'avenir un logement convenable? Regardez. Construire de bons logements coûte cher, si cher qu'il faudrait bien 35 ou 40 ans à la plupart des Français pour les payer. Et encore, les HLM par exemple, auxquels l'État accorde des prêts à long terme, ont des loyers souvent trop élevés pour des milliers de ménages. Alors, où trouver l'argent? Dans les banques, bien sûr. Mais c'est en 15 ans qu'il faudra rembourser, et pour beaucoup, sans aide extérieure, c'est une charge pratiquement insupportable. Dans ce domaine du financement, il existe pourtant des solutions originales, quelquefois à l'étranger. On pourrait même dire des exemples. Rien n'est jamais parfait, mais François Gaulle, l'année dernière, avait découvert un village écossais qui avait réussi à appliquer de nouveaux principes et qui, depuis, a pu servir de modèle. Une cité nouvelle qui peut paraître bien banale. Petit pavillon, jardin attenant, on bricole, comme partout à travers le monde, on est satisfait de son confort, mais après tout, ça n'est pas particulièrement esthétique.
L'intérieur, vous le voyez sans surprise, confortable, généralement bien étudié pour la vie d'une famille, mais après tout, il y a bien des appartements français qui valent celui-ci. Et pourtant, Cumbernauld, en Écosse, à 20 km de Glasgow, est une sorte d'expérience pilote, de test pour les urbanistes. Regardons d'un peu plus près. La circulation, tout d'abord, ici, pas de feu rouge, pas d'agent de la circulation, sur le bord de la route, des arbres. On en a planté 500 000 pour préserver un bain de nature aux maisons qui se cachent derrière eux. Pas d'embouteillage non plus, pas de problème de parking. Avant de construire, on a pensé à l'emploi. Les usines ont été implantées aux portes de la ville et 8000 emplois ont été créés au moment même où les premiers locataires s'installaient. On a pensé aussi au travail à mi-temps pour les femmes, mais tout cela avant la naissance de la cité. Tout cela est déjà intéressant, mais la grande originalité de Cumbernauld réside ailleurs. Ici, on ne paie pas son loyer comme dans le reste du monde. Pour le même appartement, le montant de la location est différent selon l'âge, la situation sociale ou familiale. Exemple, un étudiant paiera 4 livres sterling par mois, c'est-à-dire 60 francs pour un petit logement, un travailleur adulte à peu près le double, aux environs de 120 francs, une personne âgée 2 livres sterling par mois, à peine 30 francs. Ça n'est pas cher, mais c'est surtout le système qui ouvre des horizons. Pour cela, il a fallu l'aide de l'État et surtout un peu d'effort et d'imagination. La ville, pour l'instant, compte 30 000 habitants. En 1980, ils seront 70 000. À Cumbernauld, les loyers sont à la tête du client, mais personne ne s'en plaint cette fois. Alors, Monsieur le Ministre, nous venons de voir un exemple de répartition des logements en fonction des revenus des gens qui les habitent. En France, l'État consacre d'importants crédits à financer le logement et à aider les gens, et pourtant cet argent ne va pas toujours là où il devrait aller. Oui, il est exact que l'aide de l'État a besoin d'être réorientée, et c'est, je veux dire, l'objectif le plus essentiel de la réforme qui vient d'être proposée. Mais ce qu'il faut faire en sorte, c'est que ce soit les Français les plus défavorisés qui reçoivent cette aide de l'État, et de façon, si je puis dire, proportionnelle à la faiblesse de leurs revenus. Plus les revenus sont faibles, plus ils doivent recevoir d'aide. Alors, dans l'exemple que nous venons de voir, en Angleterre, on crée le niveau du loyer un peu à la tête du client en fonction de ses revenus. Nous allons faire un système qui, à mon avis, est plus sain, parce qu'il consiste d'un côté à faire un système de prêt qui permet de construire des logements avec des conditions plus ou moins favorables, suivant les niveaux de revenus, et puis parallèlement, pour les Français les plus modestes, on va créer peu à peu une aide systématique à la personne qui s'étende à tous ceux dont les revenus sont inférieurs à un certain niveau. Et on commence dans une première étape avec une aide étendue aux personnes âgées, aux handicapés et aux jeunes travailleurs. Et j'espère qu'on ira plus loin. Alors, grâce à cela, ceux qui ont des revenus très faibles et qui sont obligés de faire un gros effort pour leur logement, pour leur loyer, eh bien, seront dorénavant soulagés considérablement, alors que ceux qui, au contraire, ont des revenus suffisants pourront très bien se loger grâce à un système de prêts plus dynamique, des prêts plus nombreux, plus simples et aussi moins coûteux. Est-ce que ça veut dire que dans un même immeuble, par exemple, il y aura des loyers différents ou des prix d'achat différents pour des immeubles, pour des logements de même qualité, de même surface? Ah, éventuellement, tout cela résultera précisément de l'aide à la personne, dans la mesure où, dans un même immeuble, où il y aura un certain niveau de loyer, si les uns sont plus aidés que les autres, et tout le monde pourra finalement occuper ses appartements, bien que le niveau des revenus soit différent. Et vous parlez de mieux répartir l'aide de l'État, mais vous ne parlez pas de l'augmenter. Or, il me semble quand même que la part de l'aide au logement de l'État dans le budget national a tendance à diminuer. Oui, c'est un autre problème. La réforme que j'ai proposée vise à essayer de tirer un meilleur rendement de l'aide publique et d'une façon générale de toutes les ressources nationales qui sont consacrées au logement. Alors il y a un deuxième problème qui est celui de l'effort financier de l'État en faveur du logement qui se traduit dans le budget chaque année. Et là, il y a des objectifs qui sont définis par le 6e plan qui vont être atteints, et on le verra dès le budget 72, où il y aura dans le budget une masse de logements financés par l'État qui sera sensiblement supérieure à ce qu'elle est actuellement et qui permettra de réaliser les objectifs du plan. Et si par hasard il apparaît
que les objectifs du plan ne sont pas suffisants, eh bien j'ai la conviction que le gouvernement fera encore un effort plus important. Jusqu'à présent, les objectifs du plan n'ont jamais été atteints. Pourquoi Pourquoi le serait-il cette année? Les objectifs du plan ont été à peu près atteints dans le domaine du logement. Ils ont été en tout cas dépassés dans le domaine des logements sociaux pour le 5e plan. Mais un autre problème, c'est la complexité des textes, Monsieur le ministre. Déjà, en 1963, Monsieur Maziol, qui était à l'époque ministre du Logement, avait tenté de faire des textes pour donner de l'argent aux gens, c'était l'aide à la personne. Et cette année, les textes deviennent encore un peu plus compliqués. Plus personne ne s'y retrouve dans tous ces textes de l'aide à la construction et au logement. Quand on commence à réglementer, on va inévitablement vers la complexité. Et ce que je m'efforce de faire depuis 3 ans que je suis à l'équipement au logement, au contraire, c'est de faire disparaître tout ce que je peux faire disparaître en matière de textes de réglementation. Et j'ai fait disparaître des centaines de pages de réglementation. Cela dit, quand on veut faire disparaître une réglementation, il faut commencer par faire un texte. Est-ce que vous êtes libéral ou est-ce que vous êtes dirigiste finalement? Vous parlez de faire disparaître les textes et vous parlez en même temps de réglementer. Je suis pragmatique. C'est un mot anglo-saxon qui veut dire que je suis prêt à accepter telle solution, c'est-à-dire libérale, si c'est celle qui me paraît le plus efficace pour résoudre tel problème, et je suis prêt au contraire à accepter une solution très dirigiste même, si c'est celle qui me paraît la meilleure pour tel autre problème. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez fait adopter par les députés un texte qui étend l'aide de l'État non seulement aux familles mais à tous ceux qui en ont besoin. Eh bien, nous avons fait faire un sondage par la Sofres pour voir ce qu'en pensaient les Français. Eh bien, les Français pensent, dans une proportion de 81%, que vous avez raison d'étendre l'aide de l'État à tous ceux qui en ont besoin. Alors, un autre résultat du sondage que nous avons fait faire par la Sofres, la part de revenus que les mal logés déclarent prêts à être dépensés pour être bien logés, eh bien 34% des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur logement voudraient consacrer entre 10 à 20% de leurs revenus et 31% de ces personnes mal logées entre 5 et 10% de leurs revenus. Voyez-vous, c'est donc entre 5 et 20% du revenu que les Français souhaiteraient consacrer pour être bien logés. Possible? Alors, il faut là fixer une règle et dans la mesure où l'État intervient pour aider les Français les moins favorisés, il doit y avoir, à mon sens, un taux minimum d'effort en dessous duquel on ne doit pas tomber. Autrement dit, j'ai constaté qu'il y avait dans les HLM, par exemple, des ménages qui, grâce à l'allocation logement et à des loyers pas très chers, arrivaient à un taux d'effort personnel de 3 ou 4% sur leurs revenus. C'est absolument insuffisant. Il faut qu'il y ait au moins 10%. En revanche, il faut qu'il y ait un plafond qu'on ne dépasse pas. Il faut par exemple que pour des gens qui ont des moyens faibles, le plafond ne dépense en aucune façon 20% et que l'État intervienne systématiquement pour faire en sorte qu'on ne crève pas ce plafond. Monsieur le maire, une question? Oui, une question. Nous avons remarqué tout de même qu'il reste une affaire sérieuse à régler, celle de la modification des taux d'emprunt au cours des dernières années, des 10 dernières années. Elle est passée d'environ 1% à presque 3%, de 95%, même si à l'intérieur de ça, il y a des modifications. Et la durée même des emprunts a été abaissée de 45 à 40 ans, à peu près, disons. Vous parlez des HLM. Des HLM. Pour ce qui concerne les HLM, si je parle des HLM à Saint-Denis, c'est qu'à cause de la situation des Dionysiens, population composée essentiellement de travailleurs qui ont des revenus entre 1000 et 1200 francs, il n'y a point d'autre solution que la solution HLM pour ces travailleurs. Alors nous pensons que dans ce cas, la modification intervenue à la fois sur l'augmentation du taux de l'emprunt et aussi sur l'abaissement de la durée n'a eu que des répercussions d'augmentation sur le coût du loyer. Et dans ce cas-là, il faudrait sans doute prévoir à nouveau, et nous n'aurons garde de nous plaindre, nous, trop de l'aide de l'État, comme vous en parliez là à l'instant. Nous souhaitons au contraire qu'elle soit étendue, notamment à partir de cela. Cependant, j'ajouterai qu'il y a le problème de la TVA. Par exemple, nous avons fait des petits comptes. Sur un F3 qui revient environ à 5,3 millions anciens, nous considérons que nous reversons au titre de la TVA actuellement environ 7 000 francs, 700 000 anciens francs. Cela aussi a une répercussion immédiate sur le coût du loyer. Alors il y a peut-être là des dispositions à prendre, à la fois pour la TVA, pour l'abaissement du taux d'emprunt et aussi pour l'allongement de la durée. Le principe de l'impôt, c'est qu'il doit s'appliquer à tout le monde. Si on commence à faire des exonérations, oui, mais alors les il est difficile de parler de logement HLM social. bénéficient d'un financement tout à fait exceptionnel, puisque des prêts à 40 ans, des prêts à 45 ans, pour les logements les plus sociaux qui sont les PLR, le taux est de 1%. Par conséquent, c'est un effort considérable de l'État qui consiste à subventionner entre 35 et 50% du prix de la construction.
Et ce que nous pensons aujourd'hui, c'est qu'il est préférable de développer l'aide directement donnée aux personnes plutôt que d'augmenter la subvention qui va au produit, c'est-à-dire à la construction du logement, parce que c'est une façon plus efficace de résoudre le problème social. Lorsque l'on fait un immeuble HLM, à un moment donné, on fait entrer une série de locataires, leur présence qui est normale, parce que leur revenu à ce moment-là justifie leur présence, et puis les revenus augmentent, le pouvoir d'achat augmente, et au bout d'un certain nombre d'années, beaucoup d'entre eux n'ont plus de raison d'être dans les HLM. Et à ce moment-là, on peut dire que l'aide de l'État n'a plus d'action sociale, n'a plus d'efficacité sociale. Si au contraire, vous avez une aide qui est donnée directement aux gens en fonction de leur situation réelle, eh bien, on fait quelque chose qui est plus juste, qui est plus équitable, et c'est pourquoi le gouvernement a fait un tournant dans la politique du logement. Nous allons effectivement passer d'ailleurs à un autre volet qui est précisément celui de la construction. Nous sommes particulièrement bien placés d'ailleurs pour en parler ici, puisque au pied même de cet immeuble, et je pense que nous allons pouvoir le voir sur des images immédiatement, il y a un chantier qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il y a quelques années, on appelait ça du logement préfabriqué, et cela avait assez mauvaise réputation. Depuis, il devient beaucoup plus courant de mettre en place, de fabriquer des pièces entières et essentielles d'un immeuble à l'extérieur du chantier. Ensuite, on transporte par exemple un escalier entier et on le met en place, gain de temps donc, gain de travail et gain d'argent. C'est un aspect important du problème du logement dont les Français, semble-t-il, n'ont d'ailleurs pas tellement conscience. Toujours selon le sondage de la Sofres dont nous parlons depuis le début de cette émission, 2% seulement des personnes interrogées considèrent le retard dans les méthodes de construction comme une cause de la crise du logement. Les spécialistes pourtant se préoccupent de plus en plus de ces méthodes nouvelles qui peuvent également être appliquées, vous allez le voir, au logement individuel, une enquête de Christian Guy. Depuis la nuit des temps, construire des maisons, c'est l'affaire du maçon, du charpentier et de tous les corps de métier traditionnels. Bien sûr, aujourd'hui, la bétonnière a remplacé le classique bac à ciment, mais autour d'elle, c'est toujours le même chantier et la même maison qui s'élève lentement au fil des mois. Des maisons qui sortiraient toutes prêtes d'une usine, comme des voitures ou des boîtes de conserve, pour beaucoup, c'est encore de l'utopie. Et pourtant, à Violaine, près de Lens, dans le pays minier, au pied de cette imposante centrale à béton, plus de chantier, mais une véritable usine à maison. Plus de maçons non plus, mais des ouvriers spécialisés comme dans toutes les usines. On a pris des gens qui n'étaient ni maçons ni plombiers et on en fait n'importe quoi. Et on n'en a pas besoin de maçons ni plombiers parce qu'on fait des choses industrielles. Depuis le siècle dernier, l'industrie, on le sait, c'est le travail à la chaîne. Les murs ici sont fabriqués à plat sur des tables mobiles que l'on garnit d'un ferraillage qui servira d'armature. Ensuite, le bétonnage. Chaque jour, 360 tonnes de béton sont répandues automatiquement sur ces tables. Sitôt la table remplie, le béton sera d'abord vibré pour obtenir une bonne consistance, puis lissé. Phase suivante, l'étuvage en atmosphère humide à 80 degrés. En quelques heures, murs et cloisons acquièrent ici la résistance qui demande souvent plusieurs semaines sur un chantier classique. Il suffit ensuite de démouler les éléments et de les stocker quelque temps pour parfaire le durcissement. Ils sont alors prêts pour le montage. Comme pour les voitures, on assemble sur un banc toujours mobile, bien sûr, cloisons, murs, plafonds, plancher d'abord, puis les équipements d'intérieur, canalisation, radiateurs, éléments de salle de bain, électricité. En un mot, n'importe quelle pièce de votre future maison, presque entièrement terminée. Le reste, un simple problème de livraison. Transport, dépose, assemblage et raccordement des cellules. 6 heures suffisent pour monter une maison de 5 pièces. 8 jours plus tard, les murs sont peints, la moquette est posée et vous pouvez emménager. J'ai 2 enfants, 2 filles, une fille de 12 ans, une fille de 16 ans. Et les enfants aussi se plaisent puisqu'on a quand même un petit coin de jardin, ce qui est quand même agréable, vous voyez, à côté de l'appartement. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour ils habiteront cette maison? Je veux dire, quand vous l'avez achetée, est-ce que vous avez pensé à eux? Vous savez, de notre temps, je crois qu'il ne faut plus construire une maison. Le grand-père construisait la maison pour le fils pour le petit-fils. Je crois que ça, il faut l'abandonner dans notre vie moderne. On construit une maison, il ne faut surtout pas être lié au problème de la maison, surtout lorsqu'on a une profession
qui appellent des mutations. Si on a un logement où on est lié, il n'y a plus de promotion. C'est-à-dire que vous êtes prêt à quitter cette maison si c'est nécessaire sans que ça vous fende le cœur. Si j'avais à quitter cette maison, effectivement, je la quitterais bien sûr. J'aime bien ma maison puisque je l'ai choisie, mais je la quitterais, je pense que mon épouse. Oui, certainement. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Est-ce que ces maisons sont appelées à durer très longtemps? Là, j'ai l'impression qu'il faudra les dynamiter au bout de 30 ans parce qu'on aura envie de faire autre chose. Aujourd'hui encore, cadre de la famille traditionnelle, patrimoine que l'on transmet à ses enfants, la maison ne sera-t-elle pas demain un simple produit de consommation que l'on change aussi facilement qu'une voiture? C'est vraisemblablement le problème qui se posera dans les années à venir. Pour l'instant, une seule certitude. Les mineurs qui habitent ces maisons, construites en quelques semaines et dont certains disent qu'elles ressemblent à des boîtes de conserve parce qu'on les fabrique de la même façon, ne regrettent pas leurs anciens logements. Et pourtant, les ingénieurs qui ont réalisé ces boîtes reconnaissent eux-mêmes qu'ils sont aussi avancés en 1971 que pouvaient l'être les constructeurs d'automobiles en 1905. Née de l'industrialisation, la crise du logement sera sans doute réglée par l'industrialisation. L'acier, l'aluminium, le verre, le plâtre, les plastiques surtout, prendront demain la relève du béton et permettront peut-être, entre autres solutions, de ne plus livrer les maisons obligatoirement en pièces détachées. Monsieur Verrier, vous êtes le PDG de cette usine que nous venons de voir. Vous allez bientôt, je crois, sortir 4 maisons par jour. Est-ce que ça pose des problèmes de fabriquer des maisons en usine? Ça pose de multiples problèmes, des problèmes techniques, mais aussi, hélas, des problèmes administratifs. À l'heure actuelle, il suffira bientôt d'un mois pour faire une résidence de 100 maisons, mais comme on s'adresse à des clients du secteur social qui seuls passent des commandes en grande quantité, et que les clients du secteur social, les sociétés d'HLM, etc., mettent beaucoup de délais administratifs pour toucher leur crédit. Bientôt, au bout d'un mois, la maison sera construite, mais il faudra 8, 9 ou 10 mois pour récupérer l'argent qu'on a dépensé. C'est une difficulté considérable, Monsieur le Ministre, pour les constructeurs qui industrialisent à l'heure actuelle. On peut même dire que on n'a plus l'impression, après avoir industrialisé des maisons et les avoir vendues, qu'au moment où on touche l'argent, on a plus l'impression d'avoir fait un saut d'obstacle que d'avoir réellement construit. Alors, est-ce qu'il est possible, Monsieur le Ministre, que l'administration suive le rythme industriel? L'administration ne peut pas tout faire, elle ne peut pas substituer aux industriels, mais il va de soi que son rôle est d'orienter et d'encourager la production de logements dans le sens du progrès, et il va de soi que l'industrialisation est l'avenir. Par conséquent, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut faire au niveau de l'État pour développer l'industrialisation dans le bâtiment. Pour l'instant, nous restons dans le présent, et je crois qu'il y a des problèmes de transport, Jean-Michel. Oui, il reste également effectivement l'aspect, disons, humain, un côté parfois dramatique d'ailleurs de ces problèmes du logement. Il y a l'ennui dans les grandes cités, nous en reparlerons tout à l'heure sans doute si nous en avons le temps, et puis aussi les distances trop grandes entre le domicile et le lieu de travail. Dans les grandes agglomérations, on a souvent l'occasion de parler de cités dortoirs, tellement éloignées des centres de travail que les habitants passent, disons, beaucoup de temps dans les moyens de transport et qu'ils ne rentrent guère chez eux que pour dormir. C'est la fameuse expression métro, dodo, boulot. Un exemple rencontré par Pierre Champtier et une fois de plus à quelques mètres de nous en bas de cet immeuble. Monsieur Pineiro est manœuvre. Il travaille dans le quartier de la Madeleine sur le chantier du parking souterrain. Comme la plupart des banlieusards qui travaillent à Paris, il perd 2 heures par jour dans les transports en commun. Les banlieusards, il est vrai, sont les plus défavorisés. Le français passe en moyenne 1 heure par jour dans sa voiture, dans le train, le métro ou l'autobus. Pour aller au travail, moi, je me lève à 5h30. Je quitte la maison à 6h. Alors, je mets 10 minutes pour aller au bus. Après, un quart d'heure pour arriver au métro, quoi. Un quart d'heure, une demi-heure, 2 fois plus encore. Le plus pire, c'est l'autobus qui, le soir, il ne marche pas bien. Il y a trop de circulation. Et puis, il faut attendre. Il faut faire la queue. C'est fatigant, c'est cravant même. Après, je prends le métro, on va à la porte de la Chapelle. Du matin, 20 minutes suffit pour arriver à Madeleine, mais avant... Avant, M. Pineiro travaillait sur un chantier de Saint-Mandé. Il prenait alors le métro à Pleyel. Pleyel, c'est plus près de Saint-Denis, mais c'est encore trop loin. Depuis des années, les habitants de Saint-Denis demandent le prolongement de la ligne, mais en vain. Il y a combien entre le centre de Saint-Denis et Pleyel? Ah bah, je sais pas, moi...
il y a au moins 4 km au moins. Et vous faisiez ça à pied? Ah oui? Et vous voudriez que le métro vienne jusqu'à Saint-Denis? Jusqu'à Saint-Denis. Ça serait bon pour tout le monde, pour tous les gens de Saint-Denis. Pourquoi vous êtes obligé de venir travailler à Paris? Parce que là-bas, il n'y en a pas beaucoup de travail. Et puis encore une autre chose, des fois on trouve du travail, mais ils ne payent pas assez. Mais si vous pouviez trouver du travail sur place, intéressant. Ah, ça serait bon. Et puis encore le temps qu'on perd, ça me fait au moins 2 heures de la journée. C'est 2 heures de transport par jour, vous trouvez ça fatigant? Des fois plus fatigant que le travail de la journée. Alors, M. Berthelot, une question au ministre. Oui, il s'agit du métro. Effectivement, le métro, la date d'utilité publique pour le métro à Saint-Denis date de 1929, il y a 42 ans. Au cours de ces 42 années, nous avons eu un peu plus de 2 km de métro de construit. Et votre métro, il finira bien par arriver. Je dirais qu'il a sa chance dans le 6e plan. Dans le 6e plan, c'est-à-dire avant quelle date? 5 ans. Monsieur le préfet de région qui m'a écrit ce matin à nouveau ne peut pas encore se prononcer sur le choix qui sera fait. La décision n'est pas prise, mais je dis il y a une chance. 1 kilomètre à construire pour l'amener au centre de la ville, en tout cas à la porte principale de la ville, ce qui éviterait énormément d'embouteillages tous les matins et tous les soirs à Saint-Denis. Je pense que vous étudierez le dossier. Simplement, je voudrais peut-être qu'on parle du problème général, parce que ce problème de Saint-Denis n'est qu'une facette du problème général, qui est que les gens ont des distances de plus en plus grandes à parcourir pour se rendre à leur lieu de travail. L'un des drames de la vie dans la grande ville aujourd'hui, c'est la distance entre habitat et le travail. Alors, naturellement, il faut faire des équipements, des infrastructures, des autoroutes, des transports en commun, des métros, mais ce n'est pas suffisant. Même si on dépense beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que nous ne pouvons dans ce domaine, on n'arrivera pas à de bons résultats. La vraie solution, c'est d'arriver à faire éclater le centre des villes, c'est-à-dire à faire en sorte qu'à l'avenir, dans nos grandes villes, il y ait plusieurs centres et que par conséquent, les populations puissent habiter relativement près d'un des centres. C'est possible dans les villes nouvelles, c'est ce qu'on appelle le multicentrisme. Alors, dans les villes moyennes, c'est sans difficulté, puisqu'au fur et à mesure qu'elles se développent, il suffit de prévoir un nouveau centre dès qu'on dépasse un certain seuil. Dans les villes déjà importantes, non seulement la région parisienne, mais même les grandes métropoles, c'est un autre problème, c'est celui de faire éclater, si je puis dire, le centre actuel, qui est généralement unique, en plusieurs centres. Et c'est ce que l'on s'efforce de faire, par exemple, en région parisienne, avec la création des villes nouvelles, qui doivent être, à l'avenir, des centres d'animation, d'emploi, et permettre, par conséquent, à la population qui travaillera dans ces villes nouvelles, d'habiter sur place, dans l'environnement. C'est évidemment un effort très difficile à réaliser, qui rencontre un nombre d'obstacles, mais enfin, c'est à mon avis la seule solution au problème de la très grande ville moderne. Il n'est pas toujours facile d'y vivre d'ailleurs dans ces villes modernes. Je faisais allusion tout à l'heure à ces cités dortoirs et à l'ennui dans ces cités dortoirs. C'est ce qu'on a appelé souvent le mal des grands ensembles ou encore la sarcellite, à l'époque où Sarcelles avait, disons, un peu de mal à trouver sa mesure. Cela se traduit quelquefois par une sorte de neurasthénie collective, parfois par des dépressions nerveuses et quelquefois, hélas, aussi par des suicides. Sans aller jusque-là, cela peut s'appeler simplement l'ennui et cela concerne le plus souvent les femmes. Elles sont des millions les femmes qui restent seules le jour dans les grands ensembles. Des millions mais seules, chacune avec sa vie quotidienne, avec l'impression parfois d'être prisonnière et abandonnée, comme cette mère de 7 enfants interrogée par Tessa Desté. Lundi, lessive. Le mardi, il y a le marché, le mardi matin. L'après-midi, je couche, je tricote. Le jeudi, il y a les enfants à la maison, donc s'occupe des enfants. Le vendredi, il y a marché. Le vendredi matin, l'après-midi, je repasse. Le samedi également. Vous êtes content de votre vie? Oui et non. Qu'est-ce qui manque à votre vie? Il manque d'avoir un contact avec l'extérieur. Quel genre de contact vous souhaiteriez? J'aimerais bien, voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un club où les femmes puissent se réunir, où l'on peut bavarder. Bavarder de quoi? De tout. De la vie, des enfants, être utile par exemple à... Vous êtes utile à vos 7 enfants et à votre mari? Oui, mais j'aimerais être utile en dehors de la maison, voyez-vous. Depuis 13 ans que j'habite ici, je n'ai jamais été au cinéma, je n'ai jamais rendu visite. Et vous recevez des amis? Jamais. Les amis de votre mari? Mais mon mari, ce sont des hommes qui viennent le chercher pour jouer à la pétanque, mais autrement...
Non, je n'ai personne. Est-ce que vous étouffez quelquefois dans votre univers quotidien? Oui, oui, j'étouffe. Qu'est-ce que vous faites pour en sortir? Je vais au balcon. C'est peut-être ridicule, mais je me mets au balcon, je regarde la rue. Et ça vous console? Et ça me console, oui. Ça me délasse. L'évasion, en fait, est impossible, même si on en rêve. Les enfants, le mari, et l'impression toujours d'être oublié dans un cube de béton dont les fenêtres vous épient. Pour 8 Français sur 10, l'idéal, c'est la maison individuelle, ou du moins un logement personnalisé dont on puisse faire, comme l'écrivait le philosophe Gaston Bachelard, notre coin de l'univers. Après avoir construit des logements, les architectes savent maintenant qu'il leur faut construire des villes, des ensembles de vie, comme au Val d'Hier près de Paris, où dans ces grands ensembles, dans ces grands immeubles, se sont créés des centres d'animation, des centres d'intérêt tout court, pour les femmes qui restent lorsque les hommes sont partis travailler. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Dans la journée, il y a des choses, différentes activités déjà ici. Oui. Qui permettent d'avoir le mardi, on se réunit au club féminin. Moi, une fois par semaine, je vais à Paris. Le jeudi, promenade avec les enfants. Le vendredi. Oui, et puis il y a des activités tous les jours. Problème, oui. Pour les personnes qui veulent vraiment sportives. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu isolé de tout le monde ici? Pas du tout. On ne vit pas ici entre soi, entre gens d'ici. Non, pas du tout. Au contraire. Non, c'est un peu spécial. Ça ressemble à une ville de Parisiens qui sont venus ici en vacances. Voilà l'impression que ça me fait. Finalement, ce qui manque le plus, ce sont les contacts, les connaissances de ceux qui vous entourent. C'est cela, en fait, la nouvelle dimension de l'urbanisme. Bon, finalement, Monsieur le ministre, donc, quand on loge les gens, on les loge dans des ensembles où ils s'ennuient. Et ça, c'est dramatique. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, mais le procès de ce que l'on appelle les grands ensembles est ouvert et on voit bien dans ce film ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication. Et on peut essayer de perfectionner les grands ensembles, quels qu'ils sont, c'est la première solution. Il est indiscutable que souvent ça ne va pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipement, il n'y a par exemple pas de locaux collectifs où les gens puissent se retrouver, il manque souvent des écoles, de l'animation, et puis à mon avis il y a un défaut fondamental du grand ensemble, c'est qu'il n'y a pas de rue. Pour qu'il y ait une cité vivante, il faut qu'il y ait une rue traditionnelle avec de l'animation et du mouvement. Alors il faut essayer donc de refaire une conception différente de l'urbanisme. Et la vraie solution en réalité, c'est de ne plus faire de grands ensembles tels qu'on les a conçus depuis 20 ans, et c'est de substituer à cela une conception plus diverse de l'urbanisme. D'un côté, essayer de refaire la ville traditionnelle avec la rue intime, grouillante, n'est-ce pas, que certains apprécient particulièrement. Il y a des gens qui ne peuvent vivre que dans ce milieu. Et puis, à l'opposé, un habitat, au contraire, au contact de la nature, à base de maisons individuelles, groupées, de petits collectifs, qui correspond également à toute une catégorie de la population qui veut vivre de cette façon-là. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient la possibilité de choisir leur type d'habitat au lieu d'être condamnés à aller, quoi qu'il arrive, dans des grands ensembles qui sont homogènes et qui n'offrent en réalité une formule qui n'est ni chair ni poisson. Monsieur le maire? Oui, je pense que ce n'est pas seulement le lot des grands ensembles, ni même des HLM proprement dit, que l'on s'ennuie. Il y a aussi d'autres endroits où ce n'est pas toujours simple de vivre. Mais je pense qu'il faudrait en général développer, à mon avis, à mon sentiment, une politique socio-culturelle d'ensemble qui pourrait permettre à partir de cela d'avoir une vie plus active, plus facile. Je crois que ça peut se faire. Par exemple, pour le simple, l'ensemble où nous nous trouvons là n'aura ni maison de jeunes, ni sorte de salle d'activité. Ce qui veut dire que la population dans ce quartier ira. Je vais rendre obligatoire dans les HLM l'existence de locaux collectifs où les gens puissent se retrouver et puissent effectivement avoir une vie collective et culturelle. Mais là encore, il faut que ceux qui habitent prennent des initiatives et que les initiatives ne viennent pas de l'extérieur. Il y a ce qu'on appelle la participation, c'est bien ça. Il faut qu'au fond, les occupants d'un ensemble prennent leur sort en main et qu'ils fassent eux-mêmes ce qu'il faut. Le rôle de la collectivité, c'est de mettre à leur disposition le cadre matériel pour qu'ils puissent le faire. Mais évidemment, dans le cas précis, à chacun ses responsabilités. Bon, oui, mais ça, je vous promets, ça sera fait. Est-ce que vous avez encore le temps d'aller à la Bourse de Paris? Je pense qu'il nous reste peut-être une petite minute pour avoir, disons, les dernières cotations, du moins un point rapide des cotations à la Bourse de Paris avec Michel Tardieu. Alors très vite de l'immobilier aux valeurs mobilières. L'indice est légèrement en baisse, mais je crois qu'on peut passer tout de suite des cours sans perdre un instant. L'Azote, qui était la vedette de la séance d'hier, eh bien aujourd'hui perd du terrain. On perd presque 10 francs. Non, on perd même 11 francs maintenant.
alors que les autres valeurs de pétrole se portent beaucoup mieux. Je crois qu'on peut... Quelques variations de cours, ITT 9,80. De plus, ITT, la 8e société américaine, est toujours intéressant de rappeler que la 8e société américaine fait un chiffre d'affaires qui représente à peu près ceux de la Française des Pétroles, de Péchinet et de Pont-à-Mousson-Saint-Gobain additionnés. Toujours pour se rappeler une certaine humilité. Penaroya à 74,90 ne s'est toujours parmi les ventes du début de la semaine qui ont pesé sur les cours de Penaroya. Penaroya, qui je le rappelle, est porté au bilan du nickel pour une valeur de 90 francs. Vous voyez qu'on est décemment en dessous. Les banques, comme le CIC et le CCF, sont pratiquement inchangées. La seule vedette aux banques, si on a le temps de passer d'autres cours, c'est la Banque de Paris et des Pays-Bas, qui a annoncé hier au cours de son Assemblée Générale que les résultats 70, le résultat net, était de l'ordre de 137 millions de francs, alors qu'il était de 120 millions l'année précédente. Et la financière de Paris et des Pays-Bas est encore en hausse aujourd'hui. Elle aura gagné presque 8% dans la semaine. La française, la CGE, en progrès aussi assez sensible. Les Allemandes sont bien orientées d'une façon générale. L'air liquide se replie légèrement. Rhône-Poulain avec 3 francs de moins. La Française des Pétroles, toujours très recherchée. On espère toujours que la Française des Pétroles va arriver à un accord bientôt avec la Sonatrach algérienne, aussi bien sur les problèmes de livraison du pétrole brut que sur ceux de l'indemnisation. Et d'autre part, la Française des Pétroles, qui est associée dans l'Irak Petroleum Company, est évidemment intéressée par l'accord qui est intervenu hier entre Bagdad et l'IPC sur le problème de la fiscalité. Il y a actuellement, c'est certain, une sorte de paix pétrolière qui s'établit avec certains pays du Moyen-Orient, dont l'Irak. Très vite, les cours de l'or, si nous avons le temps d'y aller, je vous signale qu'il y a une légère reprise sur les cours de l'or. Le Napoléon reprenait 20 centimes et le kilo du lingot reprenait 45 francs. La barre est elle aussi en progrès à 7170 contre 7115. Quant au Pinet, quand je suis monté en séance, il était à 170,20 avec 30 centimes de mieux. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjeunes. Merci Michel Tardieu. Sur ces dernières images en direct de Saint-Denis se termine cette édition spéciale consacrée au logement. Demain, nous serons en direct à partir de 13h, des 24 heures du Mans, à quelques 3 heures du départ. À demain et merci de votre attention.